merci à tous et toutes d'être aujourd'hui avec nous pour ce webinaire du REC. On va aborder donc le sujet de la production énergétique avec Joanne Whitmore. Mais avant de commencer, je vous invite à aller découvrir l'ensemble de notre programmation événementielle sur notre site internet. On va notamment accueillir en avril Frances Esmonds et Pascal Gontier de HP Canada pour parler de l'économie de la fonctionnalité. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller redécouvrir nos autres webinaires sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Joanne Whitmore, qui est chercheuse à la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Elle se consacre depuis plus de 20 ans à l'analyse des politiques de transition énergétique et de décarbonation des économies. Co-auteure de l'État de l'énergie au Québec, elle a reçu en 2020 la distinction de femme inspirante en énergie de l'Association de l'industrie électrique du Québec. Donc, Joanne présentera aujourd'hui les faits saillants d'une étude réalisée par la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal en collaboration avec Jacques Hervé, consultant et associé, ainsi que le gouvernement du Québec, qui propose un outil de suivi des indicateurs pour orienter des décisions stratégiques des entreprises dans le contexte de la transition énergétique dans un contexte d'économie circulaire. Donc, Joanne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas, participants, participantes, à poser vos questions dans la boîte à questions au fur et à mesure de la présentation. On aura un temps de période de questions à la fin de la présentation. Et pour l'instant, je cède la parole à Joanne. Bonjour, merci Laura. Désolée, Emmanuel, que tu n'aies pas pu parler là. L'étude a aussi été réalisée là, avec mon collègue Pierre-Olivier Pinault. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si j'arrive à changer. OK, voilà. Donc, c'était quand même comme la majorité de nos études, là, c'est toujours un effort collaboratif avec plusieurs gens. Euh, D'abord, on avait déjà fait cette étude-là pour ceux qui suivent les travaux de la chaire en 2018. On avait publié une première étude sur la productivité énergétique qui était exploratrice. Le but, c'était un peu de voir si on pouvait changer un peu la façon de faire le suivi de l'énergie, parce que souvent, on met de l'avant l'importance d'avoir une approche plus efficace à l'utilisation d'énergie, mais on n'a pas toujours les incitatifs à le faire. Puis on avait fait des études encore, même avant ça, en gestion stratégique de l'énergie en 2016. Tu sais, ça fait assez longtemps qu'on travaille sur le thème de la gestion de l'énergie puis l'industrie. Puis on voyait qu'il y avait toujours de l'intérêt, mais pas nécessairement une mise en pratique. Donc, on s'est dit, ben, peut-être qu'il faudrait revoir les indicateurs qu'on utilise pour arrimer finalement les impacts environnementaux avec la performance économique. Et on a commencé à regarder justement la productivité énergétique dans cette perspective-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà la première étude qu'on avait faite, elle avait quand même eu pas mal de bonnes de bons. Il y avait eu des impacts par rapport aux prises de décision. On avait déjà le gouvernement qui s'intéressait de plus en plus à l'indicateur. La productivité, c'est déjà un concept courant qui est appliqué à d'autres ressources dans les secteurs des entreprises. Mais on voyait que dépendant de qui en parlait, que c'était des associations d'industriels, le gouvernement, Investissement Québec, tout le monde avait un peu une différente façon de l'appliquer, fait qu'on sentait le besoin de le recentrer pour vraiment s'assurer qu'on l'utilise de manière à la fois, oui, améliorer la performance économique, mais aussi de s'assurer d'améliorer la performance environnementale, c'est-à-dire de rejoindre les deux bouts pour qu'on atteigne nos objectifs de changement climatique, qu'on ne soit pas juste dans une démarche finalement d'avoir un nouveau indicateur à la mode sans savoir comment l'utiliser. Donc, je vais juste tout de suite rentrer dans pourquoi qu'on a fait ça. Ben, souvent, on parle de transition énergétique, mais on n'a pas nécessairement peut-être vraiment la compréhension là, globale de pourquoi, vers quoi on s'avance là-dedans. C'est important de comprendre qu'on a déjà fait des transitions énergétiques dans le passé de l'histoire de l'humanité. On peut penser que pendant très, très longtemps, des millions d'années, en fait, on utilisait la biomasse, le bois, etc., comme énergie. Puis après ça, ben, on a fait quand même longtemps, là, on a utilisé de la biomasse jusqu'à temps qu'on est arrivé à l'ère industrielle où là, on a passé vers une transition vers le charbon. Et plus tard, vers à peu près la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à pouvoir utiliser le pétrole et le gaz là, comme énergie dominante. Donc, on peut voir dans le graphique ici là, qu'à à chaque fois, contrairement à ce qu'on va devoir faire dans la transition des prochaines 25 années, qui est pour en fait éviter une catastrophe climatique, ce qui n'était pas le cas
dans le passé. Maintenant, il va falloir en fait qu'on utilise des énergies qui avaient un rendement moins élevé, qui avaient une performance moins élevée. Puis ça change toute la façon qu'en fait qu'on va devoir réfléchir à la transition, ce qui n'était pas le cas avant, où on faisait juste accumuler différentes sources d'énergie dans notre bouquet énergétique, si on veut. En fait, pour pouvoir atteindre les cibles climatiques, ben, ça ne va pas être juste une question d'ajouter des énergies, comme on voit aujourd'hui, les énergies là, qui sont en vert, puis après le jaune, là, donc ça, c'est les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, les éoliennes, et puis après le jaune, c'est l'énergie nucléaire. Là. On voit que c'est comme quand même assez marginal comparativement aux hydrocarbures, du gaz naturel, du pétrole et du charbon pour atteindre la carboneutralité. Donc, avec ces nouvelles énergies-là, il va falloir réfléchir en fait par rapport à pas juste comment qu'on les ajoute, avoir une nouvelle production, mais comment est-ce qu'on consomme mieux toutes les énergies de façon plus sobre, efficace, puis aussi s'assurer avec d'autres options là, qui vont peut-être être plus marginales quand on pense, par exemple, à l'hydrogène vert ou le captage de carbone, là, qui, eux, sont très énergivores, mais qui vont peut-être faire partie aussi de la solution. Donc, l'écart est vertigineux quand on regarde pour le nombre d'années qu'on a. Fait que c'est pour ça qu'il faut penser complètement différemment. Fait que la vraie transition qu'on fait, c'est pas vraiment une transition énergétique, c'est une transition économique qui va nous faire passer d'un modèle économique linéaire avec le take, make, waste, là, en anglais, comme on dit, donc la fabrication, le transport, la production, puis après le jeter finalement la ressource. Ou encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez là, dans le bas de l'écran avec les fameux cercles là, du développement durable qui malheureusement toujours encore enseigné aujourd'hui, où ça nous impose en fait de toujours avoir une logique de se demander quelles énergies ou technologies émergentes peuvent résoudre la crise climatique sans impact à l'économie. Donc ça prévoit que l'économie, le modèle puis les règles qui sont en cours actuellement sont des règles immuables. Mais la réalité, c'est que ça fait en sorte qu'on a en fait une création de richesse dans une logique où il faut toujours faire un compromis ou faire en sorte qu'on va mettre d'un côté l'économie, puis de l'autre côté l'environnement. Puis jusqu'à présent, mais c'est pas mal toujours le discours économique qui va prévaloir sur l'environnement. Ce qu'on veut, c'est plutôt se demander, ben, c'est quel modèle puis contraintes économiques qui doivent s'aligner avec les nouvelles formes d'énergie puis les limites de la biosphère. Parce que dans le fond, la réalité, c'est qu'on existe dans un monde physique, biophysique, à l'intérieur desquels il faut créer de la richesse. À ce moment-là, c'est là qu'on réfléchit différemment, qu'il faut dire, ben, OK, il faut plus de productivité, il faut mieux utiliser les ressources, il faut tenter de créer une richesse avec plus d'efficience, puis enfin moins de ressources primaires. Donc, c'est un peu ça, à mon avis, qui est intéressant de l'économie circulaire, c'est qu'elle nous oblige de réfléchir différemment à comment on va créer de la richesse sans faire une opposition entre environnement et puis économie. Donc, la productivité énergétique, très simplement, là, c'est juste, tu regardes c'est quoi la création de richesse. Donc, ça peut être du PIB. Si on le regarde à une échelle macroéconomique, à une échelle microéconomique, c'est-à-dire d'une usine, d'une entreprise, d'un projet, ça va être une valeur produite. Si tu fais de la bière, ben, c'est combien de valeur de revenus que tu peux faire avec ta bière ou tes unités de production, des volumes, etc., divisé par ta consommation d'énergie. C'est ça. Fait que si tu es capable de faire 4 fois plus de revenus pour chaque unité de consommation d'énergie, ben tu utilises de façon normalement beaucoup plus optimale ta ressource. Donc, là, on en parle par rapport à l'énergie, mais ça peut s'appliquer également à, par exemple, l'eau. Si d'autres personnes là, ils voudraient s'intéresser, par exemple, tu peux regarder la productivité de l'eau, la productivité des matières premières, etc. Donc, nous, c'est juste pour l'instant, on s'intéresse à l'énergie plus particulièrement. Donc, pourquoi la productivité? Pourquoi qu'on est allé vers ça? Ben, en fait, c'est que, comme j'expliquais, c'est déjà un concept qui est couramment utilisé par le monde des affaires, dans les clés, les indicateurs de clés de performance, là, qu'on va souvent retrouver des bilans assez régulièrement sur la table des dirigeants d'une entreprise. Mais c'est rarement appliqué à l'énergie ou les ressources, comme j'expliquais, mais par contre, ça reste la productivité, c'est quelque chose qui est plus intuitivement recherché dans l'approche stratégique d'une entreprise comparativement à juste à regarder l'efficacité énergétique ou la consommation d'énergie qui est
plus opérationnel dans des dépenses courantes. Donc, ici, c'est vraiment de permettre d'avoir un changement dans la façon qu'on va considérer l'énergie pour que ça devienne stratégique et non juste opérationnel. Puis aussi, ben, on fait face à des défis là, quand même majeurs quand on pense à l'incertitude économique avec maintenant la guerre commerciale, l'instabilité aussi par rapport à la géopolitique énergétique, la transition énergétique, les coûts énergétiques qui augmentent. Donc, on a besoin d'une façon de réfléchir autrement, à mon avis, pour optimiser les ressources, réduire les pertes, rester compétitif parce qu'on veut quand même que nos entreprises soient compétitives, tout en créant une richesse à l'intérieur des limites biophysiques. C'est aussi un levier stratégique d'une politique industrielle durable parce que justement, ça relève le défi en fait de s'assurer qu'on a à la fois une productivité économique, mais aussi une productivité des ressources en découplant justement la richesse pardon, de la consommation d'énergie. Puis ça a la double performance, comme j'expliquais là, par rapport à aligner économique puis environnemental ensemble, plutôt que juste se baser sur un indicateur comme le PIB tout seul qui, ben, si on le sait, là, on pourrait comme détruire la moitié d'une forêt, puis ton PIB continue à augmenter. Fait que c'est comme un peu un non-sens. Donc, il faut avoir d'autres indicateurs. Puis notre étude qu'on a fait, ben, ça présente comment utiliser de façon adéquate l'indicateur, comme j'expliquais dans notre ancienne étude, on l'expliquait, mais peut-être pas avec autant d'emphase. Là, c'est vraiment, on veut vraiment que ça soit bien compris puis que ça soit utilisé de façon on espère harmoniser par les différents acteurs. On a aussi un outil, on a développé un outil très simple, surtout visuel, mais juste pour comprendre l'importance du découplage, parce qu'à la fin de la journée, c'est pas tant juste l'indicateur de la productivité que le découplage qui est plus important. Puis après, on présente des stratégies d'amélioration de la productivité énergétique, puis des études de cas concrètes donc quatre cas québécois là, qu'on a travaillé d'ailleurs avec mon collègue Jacques Hervé qui est ici maintenant, qui est consultant en énergie et qui a travaillé depuis de nombreuses années là, avec Hydro-Québec, Énergir et le gouvernement sur la décarbonation industrielle. Donc, juste pour qu'on comprenne, dans le secteur industriel au Québec, on a tendance à pas être très, très fort en énergie parce que, en termes de gestion d'énergie, pardon, parce qu'on a, notre coût d'énergie est très faible. C'est un des avantages qu'on a pour développer l'économie, mais c'est aussi un désavantage en termes de perte de ressources. Donc, ici, c'est juste un graphique qui montre, entre autres, l'énergie qui est perdue. Puis il y en a des pertes là, qui sont inhérentes, là, qu'on ne peut pas comprimer, mais quand même, il y a beaucoup de pertes à cause des inefficacités dans les technologies, dans les types d'approches qu'on a en industrie et tout ça. Donc, on voit que presque 50 puis même si on réduit ça à 40 ça reste majeur. C'est de l'énergie qu'on pourrait être en train d'utiliser pour mieux valoriser dans notre économie pardon, qui n'est pas fait, puis qui pourrait être réduite pour avoir justement une approche plus durable pour les entreprises. Donc, euh, avant que je saute plus spécifiquement dans les données là, de qu'est-ce qu'on les résultats quand on a comparé différentes pays pour les pays, les régions puis les entreprises. C'est important de comprendre les limites de la l'API. C'est pas une panacée. On peut pas, comme j'expliquais, là, juste avoir capté tout avec un indicateur. Ça reste une mesure relative, là, la productivité énergétique, tout comme, par exemple, si on regarde l'intensité des GES, etc. Tu peux améliorer ton intensité de GES, mais en même temps, si ta consommation globale augmente, ben tes GES augmentent aussi. Fait que c'est pour ça que c'est important de le suivre dans un contexte de découplage, parce qu'on ne veut pas engendrer l'effet rebond. L'effet rebond, c'est comme essentiellement quand, comme j'expliquais, tu peux avoir une meilleure efficacité par unité, mais il faut aussi contrôler c'est quoi l'impact à l'échelle globale. Sinon, ben, la planète, elle a une définition absolue globale, pas des limites nécessairement à l'intensité. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Comme j'explique, pour que ça soit vraiment un levier à la transition énergétique avec des résultats concrets pour le climat, ben, il faut que ça soit étudié et analysé dans une logique de découplage entre la valeur produite puis la consommation des GES totales. Puis,
si on n'a pas justement cette approche intégrée-là, en fait, ça se peut que l'indicateur va avoir des impacts néfastes. Donc, c'est très important là, nous, ce qu'on veut pas, c'est encourager des perversions finalement d'un indicateur. Donc, c'est quand même important. Puis après ça, faut comprendre aussi que l'indicateur peut être influencé par différents facteurs comme le profil industriel d'un pays, le climat, s'il fait plus chaud, plus froid, le coût de l'énergie, des normes qui sont en place. Donc, c'est tous des éléments là, qu'on met de l'avant, en fait, dans le rapport, là, qu'on vous invite évidemment à lire plus en détail. Donc, l'outil, ou je ne sais pas si on veut le prendre, juste un guide de référence, peut-être pas un mot outil, mais c'est juste que on a développé quelque chose de très simple avec 6 scénarios de découplage pour évaluer 3 critères. Les risques d'effets rebonds, les retombées économiques, puis les retombées pour la transition. Ce qu'on veut, ultimement, c'est que l'effet rebond soit minimisé, puis que les 2 autres indicateurs soient maximisés. C'est ça qui serait idéal. Puis, c'est la bonne chose de cet indicateur-là avec le découplage, c'est que c'est applicable à multi-échelles. Donc, on peut l'utiliser tant pour un projet, un pays, une industrie à une échelle régionale. Donc, c'est le même concept, peu importe à quelle échelle qu'on le regarde. Fait que ça facilite la comparaison. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le rapport, là, on monte un petit peu puis on explique ces différents scénarios-là. C'est vraiment très simple. Puis on reste quand même à une échelle plus qualitative là, parce que éventuellement, peut-être d'autres chercheurs pourront essayer de trouver là, chiffrer ça. Là, des économistes seraient très bons pour faire ça. Mais nous, c'est juste pour nous habituer à en fait à réfléchir en termes de découplage. Fait que ce qu'on pour la fin de cette présentation-là, je vais m'en tenir aux 2 premiers, qui est le découplage absolu, qui est en fait celui qu'on veut viser, et le découplage relatif. Donc, un découplage absolu, c'est quand ta productivité énergétique accroît, mais aussi avec ta valeur produite. Donc, si tu produis, que ce soit du PIB ou dans le cas d'une usine ou d'une entreprise, mais ta consommation énergétique, elle, va baisser par rapport à ton année de référence. Donc, elle va être plus basse, ça va être négative. Puis on espère évidemment, si dans le cas des pays ou des entreprises qui utilisent des énergies fossiles, ben, que aussi les GES là, vont pouvoir suivre. Mais il faut se rappeler que les GES, des fois, ce n'est pas toujours lié à l'énergie, surtout dans certains secteurs comme les alumineries, où il y a une très forte production, en fait, liée à les procédés industriels. Donc, l'énergie, c'est pas toujours garant de, en fait, la consommation d'énergie. Si, comme dans le contexte du Québec, par exemple, nos alumineries consomment énormément d'électricité. Donc, c'est différent. Mais juste pour le découplage absolu, qui est en fait ce vers quoi on doit tendre, c'est ben, vraiment tes risques d'effets rebond qui vont être affaiblis parce que ta consommation d'énergétique est en fait est négative. Donc, de façon absolue, même si ta productivité augmente, tu consommes moins d'énergie. Donc, tu fais plus avec moins. Les retombées économiques et pour la transition vont aussi être plus favorables. Dans le cas d'un découplage relatif, qui est en fait ce qui est le plus commun, je dirais, en Amérique du Nord du moins, c'est que ta consommation d'énergie baisse, est moins importante que ton année de référence, mais est quand même en train de croître, même si c'est plus lent que ta valeur produite. Donc, c'est bon, c'est plus proche de ce qu'on appelle l'efficacité que de la sobriété, mais ça veut juste dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse différemment pour se dire, ben, c'est quoi qui fait en sorte qu'on n'est pas en train d'avoir ce découplage absolu-là. Ce qu'on veut, c'est plus venir vers la forme d'un découplage absolu, puis plutôt que relatif. Mais tu es en voie, tu es dans bonne voie, mais il faut travailler plus fort. Donc, juste pour vous expliquer pourquoi que c'est vraiment important de regarder le découplage, parce que si tu regardes juste la productivité énergétique, comme c'est le cas ici où on compare le Canada avec la productivité énergétique de d'autres pays entre 2000 et 2023, mais tout le monde, c'est positif pour tout le monde. Fait que fantastique, tu sais, l'Arabie Saoudite, le Canada, tout le monde a une super productivité énergétique, le Royaume-Uni. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément dans un découplage pour avoir le meilleur impact au niveau environnemental. C'est pour ça
faut en revenir à des scénarios comme ça. Donc, ici, évidemment, je ne présente pas toutes là, les différents pays, mais c'est pas très compliqué. Là. On a pris des données de l'Agence internationale de l'énergie. Là, on peut faire ça facilement. Fait que juste comme ça, déjà, d'un coup d'œil, tu vois que, par exemple, l'Allemagne, les États-Unis, on a aussi, par exemple, la France, que eux, ils ont des découplages absolus. Fait qu'on voit que par rapport à l'année 2000, la ligne noire, donc foncée, qui est la productivité énergétique, oh, excuse, je me rends compte que dedans la légende, je me suis trompée, là, c'est le PIB qui est... Ah non, c'est bien que... Excuse. Donc, le PIB, c'est la ligne pointillée. La ligne noire, c'est la productivité énergétique. Et la ligne rouge, c'est la consommation énergétique. Donc, on voit que l'Allemagne, les États-Unis sont plus dans une logique de découplage absolu comparativement au Canada et la Norvège, ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'au Canada, en Norvège, on est des pays qui exploitent beaucoup des matières premières. Donc, la valeur ajoutée en Allemagne, par exemple, ou en France, ça peut être supérieur parce qu'ils ont ils ont pas le même profil industriel et économique que nous. Ça veut juste dire qu'il faut comme, c'est pas une question de châtier un pays ou non, comme si on met, par exemple, l'Arabie Saoudite. Eux sont dans une logique de découplage négatif, là. C'est parce qu'ils sont vraiment centrés sur l'exploitation de, de, de pétrolière, là. Mais c'est juste qu'il faut sensibiliser qu'il faut vraiment tendre vers cette logique de découplage absolu. Puis même si l'Allemagne est déjà en train de l'atteindre, ça ne veut pas dire que c'est final. En fait, il faut continuer. En fait, il ne va jamais falloir arrêter, même si c'est super difficile à le faire. Il faut continuer à chercher à faire ce découplage-là le plus possible. Il semblerait qu'il y ait un problème technique du côté de Johan. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes? Euh, Emmanuel, Muriel, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un découplage, un découplage, On un t'entend, problème Laura. technique? Oui. Peut-être que c'est l'ordinateur de Joanne. Voilà, Joanne est de Ah, retour. c'est ça. Voilà. Ok. Je sais pas je suis désolée, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ouais, mais ça a freeze. OK, Mais bon, pas c'est de étrange. problème, repartage ton écran, ouais. Excusez. J'ai pas rien, j'ai appuyé sur rien. Peut-être un problème de réseau, tout simplement. Ouais. OK. Est-ce que c'est bon? Oui, tu peux peut-être mettre un grand écran. Ouais, Oui, parfait. c'est là, je pense que c'est juste un petit peu. C'est bon. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même une corrélation entre le prix de l'énergie puis la productivité énergétique. Il y a plein d'autres éléments. Le Québec aussi se retrouve dans cette situation-là. Si on regarde le découplage entre les provinces, ben, on voit que l'Ontario, la Nouvelle-Écosse sont davantage vers un découplage absolu. Là, mais on peut voir que, par exemple, l'Ontario, ça peut fluctuer entre un découplage qui va être relatif, mais là, ils ont moins 2 en consommation énergétique. Fait que dans les faits, pour l'instant, ils sont en découplage absolu, mais ils doivent continuer. Le Québec, nous, on est vraiment dans un découplage relatif, donc on a encore du travail à faire, d'autant plus qu'on a le PGIR, donc le plan global intégré des ressources énergétiques là, qui va sortir. Puis on a aussi quand même des cibles de moins 37,5 là, pour atteindre nos cibles climatiques d'ici 2035. L'Alberta, comme on voit, eux, c'est un découplage négatif. Donc, en fait, leur productivité énergétique est négative par rapport à leur consommation énergétique, qui est en croissance de 73 depuis 2000. Mais encore une fois, c'est pas étonnant étant donné là, que toute leur économie tourne autour de la production des combustibles fossiles.
Donc, pour les études de cas, on en a regardé quatre. Donc, ces quatre entreprises-là ont collaboré avec nous. Ils ont fait un partage de données pour qu'on puisse faire une évaluation de leur productivité énergétique. Donc, on avait Eldorado Gold qui ont remplacé des camions à diesel par des camions électriques dans un complexe minier souterrain en Abitibi. Il y a Greenfield Global Québec, que plusieurs connaissent, qui, eux, ils font l'éthanol. C'est une grosse entreprise d'éthanol au Québec. Donc, eux, ils ont fait une valorisation économique de sous-produits dans leur distillerie d'éthanol. On a aussi la série Gérard qui, eux, ils ont fait une optimisation énergétique des séchoirs à bois grâce à des technologies de contrôle avancées pour ce procédé-là. Puis ensuite, on a regardé le cas de les brasseries Labatt là, qui ont intégré une méga thermopompe à haute efficacité pour la production de bière. Donc, je ne vais pas passer à travers tous les cas, mais c'est encore ce que vous voyez. Ce qui est important, c'est qu'on peut utiliser l'indicateur avec le découplage on le fait à l'échelle d'un pays, on peut le faire à des sous-secteurs. Là, ici, on le fait avec une entreprise, une usine en particulier. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux, ils ont investi 10,55 millions de dollars, dont presque 5% provenaient de subventions pour acheter, faire un pilote de 2 camions électriques dans des mines souterraines. Leur retour sur investissement était 1,5 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ils ils n'ont pas fait un projet nécessairement avec en tête de faire une amélioration de productivité énergétique, mais nous, on a fait des recherches à travers différents projets, sachant que ce qu'ils mettaient de l'avant, en tout cas notre hypothèse, c'était que ça allait avoir en fait des retombées positives pour la productivité énergétique et on montre pourquoi. Donc, dans ce cas-ci, c'est que dans le cas d'un souterrain minier, c'est qu'en mettant des camions électriques, ben, tu as à la fois des co-bénéfices autres que juste de passer du diesel à l'électrification de camions qui déjà, en soi, ça va faire en sorte que tu consommes mieux l'énergie, peu importe c'est quoi. L'affaire, c'est que tu as aussi, parce que c'est un complexe minier, des réductions en ventilation. Donc, tu avais besoin de moins d'énergie pour ça. Tu avais aussi besoin de moins d'énergie pour le chauffage de la mine. Donc, ce qu'on voit, c'est que tu as des bénéfices importants pour les camions miniers, mais il y avait aussi des retombées pour la ventilation puis le chauffage en termes de réduction d'énergie. Puis, autre co-bénéfice, par exemple, ben, tu as l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur de la mine, ce qui est aussi mieux pour la sécurité des travailleurs. Mais ce qu'on voit, c'est que la consommation énergétique, de façon globale, a diminué de moins 5 puis la production, elle a augmenté parce qu'il y avait une plus grande efficience dans la production. Donc, c'est exactement ce genre de scénario, en fait, qui serait idéal de pouvoir réfléchir. Puis ça montre qu'il ne faut pas juste regarder un projet de façon en silo sans voir comment ça peut impacter d'autres volets ou d'autres sources d'énergie dans une entreprise. Thierry Gérard, comme j'expliquais dans son cas, elle, a fait de la transformation de bois pour le secteur résidentiel puis commercial. Puis ils ont implanté une technologie de contrôle pour l'humidité dans le bois. Donc, ils ont reçu environ, c'était 0,32 millions de dollars, mais 75 qui provenaient de subventions d'Hydro-Québec pour un retour sur investissement d'à peu près 1,3 ans. Les résultats qu'eux, ils ont eus, c'était comme une productivité énergétique qui était supérieure parce qu'il y avait moins de pertes étant donné que les technologies avancées de contrôle pouvaient mieux cibler l'utilisation d'énergie pour déshumidifier le bois. Donc, on voit que la consommation d'énergie a diminué de 6 puis que la productivité du séchoir aussi était améliorée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils peuvent même aller encore plus loin éventuellement en intégrant des systèmes automatisés avec une fonction d'apprentissage. Là, on voit que, par exemple, l'IA, ça peut commencer à être intéressant pour avoir un procédé qui serait automatisé avec des recettes de séchage qui seraient adaptées pour les différentes essences de bois. Parce que si tu sèches du pain, ça va être différent de l'épinette, un truc comme ça. Fait que, on voit qu'on peut aller chercher des gains positifs et que l'IA peut avoir un impact positif. Donc, les leçons apprises pour les études de cas spécifiquement aux entreprises, parce que, ultimement, notre étude, c'est sûr qu'on peut l'utiliser, puis c'est intéressant à l'échelle d'un pays ou d'une région, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Nous, ce qu'on valorise davantage, c'est plus de comparer à l'échelle d'un sous-secteur ou des usines pour que ça devienne des outils de réflexion
dans la prise de décision. Donc, vraiment, pour tirer parti, il faut qu'on commence à exiger ou à explorer l'utilisation de l'API, donc la productivité énergétique, comme indicateur clé de performance pour vraiment faire que les dirigeants commencent à comprendre le lien stratégique entre la consommation d'énergie et la valeur produite. Après ça, on propose aussi que, il faut commencer à réfléchir par rapport à l'impact global des sources d'énergie utilisées, puis l'éco-bénéfice. Ça ne peut pas être juste un, parce qu'en fait, tu vas perdre tous les gains si tu ne regardes pas plus largement. Ça fait des années qu'on dit ça, mais ça le montre. Là, on montre un cas comme celui de la mine, que c'est important. Puis après ça, il faut aussi augmenter l'investissement dans des écosystèmes de soutien pour assurer qu'il va y avoir justement des engagements durables de l'industrie pour renforcer les compétences, les techniques, puis aussi favoriser l'intégration systémique de la gestion de l'énergie. Donc, on est presque fini, là, mais juste rapidement, dans notre étude, on passe en beaucoup plus de détails, là, les stratégies possibles pour l'amélioration de la productivité énergétique en entreprise. Puis, on a fait un peu un modèle pour réfléchir plus en termes de niveau de croissance d'investissement. Parce que ce pas toutes les industries, là, c'est des PME versus des grandes industries qui vont avoir les mêmes leviers, les mêmes ressources. Mais il faut le voir comme plutôt quelque chose vers lequel on va progresser, on va évoluer. Puis la première étape, c'est de faire le suivi, c'est d'avoir les données. Puis après ça, ben, tu peux commencer à réfléchir plus stratégiquement. Donc, le premier niveau, c'est vraiment de commencer à faire l'implantation de systèmes de gestion d'énergie. Donc, de vraiment comprendre c'est quoi, en fait, ton niveau de référence pour après ça pouvoir prendre des décisions pour l'améliorer. Puis aussi de voir s'il n'y a pas des mesures comportementales dans ton entreprise que tu peux déjà commencer à modifier. Donc, on donne comme exemple, et on rentre plus en détail dans le rapport, pour les systèmes de gestion de l'énergie, des audits énergétiques approfondis, des études de faisabilité, la cartographie de la chaîne de valeur, le lean manufacturing, par exemple. Donc, on commence déjà à faire ça au Québec, mais c'est vraiment quand même la base, là. Après ça, ben, c'est là qu'une fois que tu as ça, que tu peux comme commencer à voir, ben, est-ce qu'il y a des améliorations continues des procédés industriels qu'on peut explorer. Là, c'est peut-être un niveau d'engagement un peu plus important, mais une fois que tu as sécurisé ta première étape, ben, tu peux rentrer là-dedans où là, on regarde vraiment le remplacement ou la modernisation d'équipements, de systèmes de procédés, des outils diagnostiques d'analyse multivariés là, qui sont plus poussés, puis des approches d'économie circulaire à l'échelle plus locale. Puis après ça, les troisièmes niveaux de transformation, c'est vraiment des procédés industriels de la technologie avancée. Puis là, on peut penser à des stratégies en industrie 5.0, l'automatisation des technologies numériques là, qui pourraient aller dans ce sens-là, des stratégies d'économie circulaire avancées là, où on regarde vraiment plus les impacts qu'on pourrait avoir à travers la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Puis après, l'introduction de technologies de pointe, là, comme les électrotechnologies, les jumeaux numériques, fabrication additive, etc. Donc, il faut vraiment le réfléchir. On ne va jamais finir de devoir s'améliorer. C'est pas comme tu fais juste changer, je sais pas, une technologie puis c'est fini. En fait, il faut vraiment réfléchir en termes d'approfondissement dans le temps plutôt que de juste prendre, OK, il y a un programme de subvention puis c'est fini. C'est juste pour montrer, en termes pour le premier niveau là, que j'ai expliqué qui est de base, ben, c'est souvent, on fait souvent référence à la norme ISO 50001, qui est une norme internationale de système de gestion de l'énergie. Au Canada, on en a 37, au Québec peut-être 10, là, je sais pas, je sais que ça évolue un peu, mais comparativement, si on regarde l'Allemagne qui en a plus de 10 000, la France en a 1000, la Chine en a presque 8000 ou plus. Donc, on a pas mal de rattrapage de mettre en place des meilleures pratiques pour s'assurer qu'on est déjà des bons athlètes, si on veut, dans la gestion de l'énergie. Puis si on compare aussi comme pourquoi est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui adoptent ces normes-là, il y a dans une des études qu'on a fait avec Hydro-Québec, on a justement comparé les différents mécanismes qui étaient en place par différents pays. Puis on voit, par exemple, que la France, elle a comme presque un, deux, trois, comme tu sais, elle a quasiment toutes les différentes approches, mesures, que ce soit la prime
à la certification, le financement avantageux, la réduction aux tarifs, des obligations pour inciter ces entreprises à mettre en place des normes certifiées de gestion de l'énergie. Comparativement au Québec, on en a un, c'est des incitatifs. On fait pas mal juste ça au Québec, c'est donner de l'argent avec des programmes, plutôt que de tenter de réfléchir comment est-ce qu'on va modifier ou aider à transformer le marché. Puis ça prend, oui, des incitatifs, mais aussi une revue de la fiscalité, une revue aussi des règles pour que soit progressivement en train de faire un nivellement vers le haut de nos marchés pour préparer nos entreprises à ce qui s'en vient demain. Là, on a la possibilité qu'Hydro-Québec, là, il est à la Régie de l'énergie qui va ajouter une prime de 3 sur la tarification des industries s'ils n'ont pas en place un système de gestion de l'énergie, mais c'est pas encore là, décidé si ça va aller de l'avant. Donc, je suis rendue à les deux dernières slides. En fait, je pense la dernière, pardon. Donc, les recommandations qui ressortent de notre étude, c'est à l'échelle macroéconomique, il faut vraiment, parce que tu as déjà le gouvernement du Québec là, qui a adopté un objectif de productivité énergétique dans son plan de mise en œuvre pour le PEV, qui est le plan d'économie verte 2030. Mais l'affaire, c'est que c'est pas vraiment une cible, c'est juste, il a juste fait comme une projection de qu'est-ce qu'il anticipe qui va être déjà une amélioration de la productivité énergétique au Québec. Donc, c'est comme un peu triché parce que tu es en train de juste voir ce que tu penses qui va se faire déjà. C'est un peu comme du BAU, là. Fait que dans le fond, ce que tu veux, c'est plus mettre des cibles, puis après ça, ben, comment est-ce qu'on fait en sorte pour s'améliorer? Puis il faudrait tu une cible aussi par rapport à la consommation d'énergie, ce qu'on n'a pas au Québec. On en avait une avant, quand on avait le plan directeur, on avait une cible de moins 40 de la consommation de produits pétroliers, mais là, ça a comme disparu dans le temps, cette cible-là. Et là, on va voir avec le PGIR si on va avoir d'autres objectifs ou non. Fait que, bon, fait qu'avoir les objectifs, après ça, faire du benchmark, puis ensuite, il faut vraiment intégrer les indicateurs de la pays dans les politiques, les accords sectoriels ou des politiques industrielles. Il faut aussi conditionner les subventions à des résultats mesurables de découplage ou de divulgation. Le gouvernement espère aussi faire une divulgation de ces indicateurs de productivité énergétique-là, mais on ne peut pas juste donner de l'argent si on n'a pas de résultats. Je veux dire, c'est quand même de l'argent qui vient de des fonds, l'ancien fonds, le fonds vert, qui est maintenant le fonds d'électrification et des changements climatiques. Donc, ça serait bien de rattacher un peu cet argent-là à la performance des résultats, pas juste combien d'argent qu'on donne. Après, il y a l'intégration des pays dans les scénarios de modélisation. Par exemple, on a toute une démarche là, qui est en cours pour adopter le plan global intégré des ressources énergétiques. Puis aussi, on a des mises à jour régulièrement pour les plans de mise en œuvre du PEV. Donc, tu sais, ça serait important là, d'intégrer l'API dans ces réflexions-là. Puis ensuite, tu sais, de relier concrètement la productivité énergétique avec les stratégies puis les plans d'économie circulaire gouvernementaux. Finalement, pour aussi, ce qui est important, c'est vraiment de faire attention à l'effet rebond. Je ne voudrais pas que notre étude soit en train, en fait, juste à cause que c'est un mot à la mode, de ne pas faire attention à le découplage, puis que là, on contribue à avoir plus d'effets rebond, puis de nous reculer par rapport à la cible. C'est vraiment ça qui est le plus important, je dirais, de notre mise à jour. Puis ensuite, pour l'économie, pour l'échelle microéconomique, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est d'intégrer dans les indicateurs clés de performance, s'assurer que ça fait partie des stratégies d'investissement, puis s'assurer de renforcer l'écosystème de soutien avec tout ça. Puis dans la recherche spécifiquement, ben, c'est de tester l'utilisation du pays dans différents modèles, la construction de scénarios, voir si on ne peut pas réaliser davantage d'études de cas. Nous, on en a fait 4, mais il y en aurait plusieurs à faire, là. Fait que n'importe quel chair là, qui a envie de se lancer là-dedans, ça va nous faire plaisir de vous partager notre approche pour le faire. Puis après ça, ben, de voir si ça ne peut pas s'appliquer à d'autres formes de ressources, comme je disais, l'eau, les matières premières, et finalement, pour voir si on ne peut pas aussi aller chercher plus de données, parce que c'est toujours un petit peu un défi, là. Mais si on peut aller chercher plus de données, ça serait plus intéressant pour faire plus, approfondir le concept. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous voulez pouvoir télécharger le rapport, tout est en ligne et je suis bien heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Ben merci beaucoup, Joanne, pour cette présentation. Effectivement, ça vaut quand même pas mal de pistes de réflexion et de recherche. Donc là, on va avoir un petit peu moins de 20 minutes pour une période de questions, donc auquel Jacques Hervé va également se joindre, donc qui a
collaborer sur cette étude. Donc, je vais laisser la place à Emmanuel qui va du coup adresser les questions qui sont dans la boîte à questions à Joanne et Jacques. Et puis, si entre-temps vous avez d'autres questions adressées dans la boîte à questions, participants et participantes, n'hésitez pas. Emmanuel, je te laisse adresser les différentes questions. Donc, quelques questions. Donc, première question de Fanny Tremblay-Racicot. Donc, Fanny, que penser du projet TES Canada? Et est-ce que c'est vraiment pertinent pour cette présentation? Quels sont les liens à établir? Donc, Joanne. Ben, l'enjeu avec TES Canada, pour moi, c'est pas tant à ce point-ci un enjeu de la productivité que de est-ce que c'est la meilleure utilisation de nos blocs énergétiques? Parce que TES Canada, c'est un projet d'hydrogène vert. Ce qu'ils veulent faire, c'est, ben, en fait, ils ont déjà une autorisation de 150 mégawatts pour produire de l'hydrogène. Et ensuite, ils proposent aussi de faire 1000 mégawatts d'autoproduction à partir de 800 mégawatts d'éolien et ensuite un peu de solaire. Et l'enjeu pour moi, c'est plus parce qu'ils veulent convertir donc cette électricité-là en hydrogène et ensuite le convertir en gaz naturel synthétique qu'on appelle aussi du gaz pour ensuite l'injecter dans le réseau d'énergie. Donc, il faudrait surtout faire des analyses d'opportunités pour voir, ben, avec 150 mégawatts, plutôt que de faire toute cette conversion-là, puis moi et un collègue dans le Hydrogen Science Coalition qui s'appelle Paul Martin avons fait une analyse pour voir, ben, c'était quoi l'efficacité qui reste puis dépendant de l'utilisation que tu fais, si ça va par exemple dans les bâtiments, ce fameux E-gaz-là, ben, tu aurais une perte jusqu'à 70 de ton électricité de départ. Donc, c'est comme il te reste juste 30. Donc, à mes yeux, c'est pas la meilleure utilisation de notre électricité, étant donné qu'on veut électrifier le transport, les industries existantes, dont certaines utilisent déjà du gaz naturel pour produire de l'hydrogène, dont les aciéries pour leur utilisation. Donc, pourquoi ne pas aller directement vers eux puis dire, ben, OK, on va travailler avec des mégawatts pour vous décarboner puisque vous avez déjà besoin de ça pour vous décarboner. Puis après ça, ben, l'autre volet qu'ils mettent de l'avant, c'est qu'ils vont utiliser l'hydrogène pour décarboner 2000 camions à l'hydrogène. La chaire, elle a fait une étude sur 2 ans avec l'appui de près de 50 experts dans le domaine du transport lourd de classe 8. Et ce qu'on voyait, c'est que le coût, ben, la filière d'hydrogène dans le camion, dans le camionnage, est juste pas au rendez-vous. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de projets qui tombent à l'eau. Il y a quelques petits projets pilotes là, ici puis là, mais c'est vraiment pas... c'est de dire que d'ici 2030, il va y avoir 2000 camions, c'est pour moi impossible. Je veux dire, juste de façon à moins que. Fait que c'est pour ça, nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de transparence. Mais pour la productivité énergétique, je pense pas que ça serait une productivité très élevée dans mesure qu'il y a beaucoup de pertes énergétiques pour peu d'utilité à la fin, étant donné les pertes. Merci, Joanne. Une autre question de Simon Saint-Georges. Donc, lorsqu'on utilise la productivité énergétique comme indicateur, est-ce qu'on peut éviter ou pallier, grâce à d'autres indicateurs, le risque que cette productivité énergétique soit artificiellement améliorée par une hausse des prix de vente ou par des effets de valeur ajoutée non liés à l'éco-efficacité énergétique, comme par des délocalisations, par exemple? Ben, effectivement, c'est surtout à l'échelle macro, c'est très possible. Là. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment essayer de comprendre les facteurs qui jouent dans les différents pays ou différentes régions ou différentes industries. Mais ce que je dirais, comme dans le cas du Québec, c'est pour ça que c'est important de se comparer avec soi-même ou de comparer des pommes avec des pommes. C'est pas tant de faire une compétition entre deux pays que de juste comprendre ben, c'est quoi les éléments, parce que ça va fluctuer. Ça se peut, comme je montrais tout à l'heure l'Ontario, qui ont eu des moments où ils étaient plus dans une logique de relatif pour le découplage, puis après, oups, une année, il était plus dans un contexte d'absolu. Donc, il faut comprendre c'est quoi qu'est-ce qui peut expliquer ces soubresauts-là. Mais dans un contexte d'usine, ça va être un peu la même chose. Mais ce qu'on veut, c'est de pouvoir voir, mais justement, est-ce qu'on peut affecter des variables qui sont structurantes, qui vont faire en sorte que ton découplage va être
robuste dans le temps et non juste un facteur des circonstances. Puis ça demande évidemment que tu comprennes l'écosystème ou en tout cas tu sais, l'entreprise ou l'économie que tu es en train d'étudier. Mais Pierre, excuse, Jacques, peut-être que tu peux ajouter. Pardon? J'ai pas compris la fin de la... Ajouter. Ben, en fait, euh, la productivité énergétique, c'est pas si important qu'elle soit plus élevée ou moins élevée par rapport à quand on se compare avec d'autres provinces ou d'autres États. Ce qui est important, c'est la capacité de l'améliorer. Donc, Mhm. parce Mhm. que, par exemple, quand on prend les alumineries, la productivité énergétique d'une aluminerie en dollars, c'est très, très bas. Mhm. C'est quelques dollars par gigajoule. Pourquoi? Parce que 40% du prix de vente d'un lingot d'aluminium, c'est l'électricité. Mhm. Donc, c'est très, très bas. Mais au bout du spectre, si vous prenez Bombardier, j'ai déjà fait le calcul, c'est quelque chose comme 20 25 000 dollars par gigajoule. Mhm. Alors, pourquoi? Parce que c'est un bien qui est fabriqué, qui est de haute valeur sur le marché. Donc, on pourrait se comparer comme ça, mais ce qui est important, c'est qu'on ait de l'aluminium à produire ou des avions à produire, c'est que constamment on puisse s'améliorer. Et la Mhm. raison en bout de ligne, c'est que aujourd'hui, on utilise dans certaines usines du gaz naturel, qui est pas coûteux comparé à l'électricité. Puis un jour, on va arriver devant un mur où on devra remplacer le gaz naturel par une énergie renouvelable qui va être plus coûteuse. Et Mhm. là, dans le bilan de l'entreprise, là, ça va être tout un choc. Si on consomme 40, 50%, 60% de son énergie du gaz naturel et qu'on a un taux d'énergie je prends par exemple dans les alumineries, c'est 30% le coût de l'énergie sur les coûts d'exploitation. Très important. Alors, beaucoup d'usines sont comme ça, entre 10 et 20%, 30% au Québec, les grandes industries. Alors, faire le changement, ça va être vraiment douloureux. Mais si on a prévu d'améliorer la valeur produite, puis de faire de grandes économies d'énergie, sur l'énergie fossile surtout, quand on va arriver à ce mur-là, on va avoir une marge de manœuvre. Mhm. On va Mhm. avoir, on va avoir en banque euh, les sommes qui permettent de s'adapter, là. C'est, C'est pour ça que, comme j'expliquais, ce qui est important, c'est de pouvoir comparer peut-être tu sais, des entreprises à l'intérieur d'un secteur. Tu sais, comme pourquoi il y a tu sais, il y a certaines entreprises ils vont avoir tu sais, des installations au Québec, puis d'autres en Europe, mais quand on regarde la productivité ou bien Mhm. leur performance énergétique est très différente parce qu'il y a Effectivement. différentes contraintes ou tu sais, ils ont différentes stratégies. Donc, pour moi, ce qui m'intéresserait, mais on n'a pas malheureusement les données, ça serait de faire une comparaison des entreprises dans un même secteur, donc à l'échelle sous-sectorielle. Mais ça reste quand même très utile comme pour l'entreprise pour en faire le suivi, pour l'informer. Puis, c'est comme un entraînement finalement. Fait que, quand une variation, ben là, tu te poses la question, c'est-tu un changement parce qu'on a mis en place, je sais pas, des nouvelles approches, une stratégie, ou bien c'est juste parce que, il y a eu un changement de marché, fait qu'on a eu un ralentissement. Puis, tu sais, comme Jacques expliquait, comme, tu sais, si on compare, par exemple, je sais pas, la Suisse, tu sais, où eux, ils ont vraiment une économie centrée énormément sur la finance, donc des trucs tu sais, qui ont des hautes valeurs. C'est sûr ils vont avoir une productivité énergétique très élevée parce qu'ils n'ont pas besoin autant d'énergie pour tu sais, rouler des banques, là. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que tu t'améliores pour un Mhm. pays, c'est que toi, tu fasses ta comparaison sur toi-même. Moi, c'est comme ça que je le vois. je pense qu'il est important aussi, c'est quand on se compare, c'est de comparer le découplage. Mhm. Parce que ce dont je parlais tout à l'heure, là, augmenter la valeur produite puis réduire au-
le plus qu'on peut la consommation d'énergie pour se préparer à absorber des énergies renouvelables qui vont être plus coûteuses, c'est basé sur le découplage. Plus on découple, plus on a une chance d'affronter des énergies qui vont être plus coûteuses. Alors, Mhm. donc, c'est ça, je pense, qui est le critère qui permet de comparer. Mhm. Maintenant, c'est pas toujours Je pense facile. qu'Emmanuel, il y avait une autre question à nous demander, Oui. Jacques. Merci beaucoup pour les précisions justement sur la portée et les limites de cet indicateur de productivité énergétique. J'ai une autre question qui est un peu plus sur le comment. C'est une question de Scott Mackey. Bienvenue Scott. Donc au Québec, les programmes d'efficacité énergétique sont portés par les distributeurs, donc souvent fondés sur l'économie d'une source spécifique. Est-ce qu'on doit faire en sorte que les programmes deviennent globaux et comment apporter ce virage? Vous voulez dire le programme par rapport à la productivité énergétique, c'est peut-être pas clair. La question, c'est les programmes sont portés par des distributeurs, Mhm. donc fondés sur source par source, grosso modo. C'est ce que je comprends de Ah, la OK. question. Ben, je veux dire, c'est une recommandation qu'on fait depuis longtemps, D'accord. là. Je pense qu'il y a quand même un certain maillage qui commence à se faire entre, par exemple, Énergie et Hydro-Québec, surtout quand on pense, par exemple, à la biénergie, pardon. Même si le programme, il lève pas autant il aurait souhaité, ça reste quand même une collaboration qui a commencé à être faite. Puis je pense aussi dans l'approche qu'ils vont mettre en place pour les audits énergétiques, ils vont commencer à s'assurer que ce qu'ils vont demander aux entreprises va être une approche qui va être semblable parce que justement, souvent, une entreprise peut à la fois consommer de l'électricité puis du gaz. Donc, il y a un peu un rapprochement qui se fait, mais dans quelle mesure est-ce que ça va se faire davantage? Comme disons, si un programme qui est en place pour des subventions, ben automatiquement, tu aurais aussi des gens, par exemple, d'énergie ou du ministère à travers les programmes d'éco-performance là, qui collaboreraient ensemble où il y aurait une façon. Là, ça reste difficile parce qu'il y a souvent des enjeux de confidentialité, qu'est-ce qui peut être partagé. Il faudrait qu'il y ait un consentement des entreprises pour pouvoir assurer le partage de données ou en tout cas qu'ils soient d'accord avec ça. Donc, je pense pas que la volonté à manque, c'est juste malheureusement des fois les contraintes de sensibilité de partage de données qui fait en sorte que ça se partage pas autant. Mais c'est clair qu'il va falloir le faire parce que, comme j'expliquais, c'est pas tant une question de quelles énergies qu'on consomme, mais de comment qu'on les consomme. Il va encore avoir du gaz dans 10, 15, 20 ans. Là. Fait que l'affaire, c'est juste est-ce qu'on peut l'utiliser de façon plus efficiente en maximisant notre compétitivité puis en s'assurant qu'on a des gains économiques aussi qui sont plus grands, même si on en consomme moins. On n'a pas cette logique-là encore au Québec. Ça fait trop longtemps qu'on nous dit on est dans des surplus énergétiques. On n'a pas, qu'on attire des entreprises énergivores parce qu'on en a donc bien. Puis là, c'est comme soudainement, on est en train de faire un virage à 180 degrés. Là, fait que ce qu'on espère, c'est que cet indicateur-là peut nous aider à commencer à renverser un peu les tendances qu'on avait jusqu'à maintenant. Mhm. Une autre question de Patrick Lachapelle. Est-ce que l'indicateur de productivité énergétique pourrait s'appliquer à l'échelle des municipalités? Donc, si oui, T'es comment? capable d'aller chercher les données, peut-être. D'accord. Je suis en train de travailler sur un projet municipal actuellement, puis c'est comme encore plus difficile là, d'avoir des Mhm. données. Puis, je pense que là, peut-être où ça serait intéressant, c'est comme je collabore sur un autre comité qui regarde à la décarbonation de l'Est de Montréal. Puis, tu sais, là, il regarde la possibilité de faire des synergies industrielles, tu sais, de voir c'est quoi, en Mhm. fait, les différentes approches qu'on pourrait mettre ou les actions qu'on pourrait mettre en place pour décarboner certains des pôles. Parce que, tu sais, même si c'est comme l'Est de Montréal, c'est assez grand, là, mais tu peux quand même regrouper certains pôles industriels. Là. Je pense que ça aurait été bien si on avait pu, par exemple, commencer à réfléchir par rapport à la productivité énergétique à cette échelle-là pour maximiser les gains de tous les bénéficiaires industriels d'un secteur. Mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Là, je pense que. Mais ouais, éventuellement, ça pourrait être super. Merci. Une autre question de Emmanuel Patola.
Donc, la régie a récemment rejeté la proposition relative aux tarifs pour les surconsommateurs pour la clientèle domestique de Hydro-Québec. La raison est que cet objectif devrait être concilié avec des mécanismes qui puissent identifier de réelles surconsommations. Est-ce que la productivité énergétique serait un mécanisme utile pour cet usage? Ben, l'affaire, c'est que pour le résidentiel, de dire, tu sais, les gens résidentiels ne vont pas nécessairement générer du revenu, comme dans le fond, eux, c'est une dépense consommer de l'énergie. Je sais pas, tu sais, le réflexe, ça serait plus, à mon avis, de voir, mais ça serait quoi un budget par habitant dans une maison qui serait considérée comme, tu sais, par exemple, il y a mon collègue Pierre-Olivier avec, je pense, d'autres chercheurs dans le cadre d'une entrevue avec Radio-Canada, il avait mis de l'avant 8000 kWh comme étant potentiellement quelque chose. Là, tu sais, si c'est une maison de 3, un ménage de 3, ben là, tu ferais 8000 fois 3, puis ça serait comme ton budget. Puis tout ce qui est au-dessus de ça, si tu dépenses plus que ça, ben là, tu paierais un tarif plus élevé. Mais je veux dire, ça, au Québec, tout ce qui touche le tarif est toujours extrêmement sensible, là, mais tu sais, je verrais plus ça que nécessairement la productivité énergétique. Je pense que ça serait comme juste compliqué pour rien pour quelqu'un à l'échelle résidentielle, à mon avis. Merci, Joanne. Une question de Louis Tanguay. Donc, dans les cas étudiés, la diminution en consommation énergétique des entreprises prend-elle en compte les coûts énergétiques, voire l'ensemble des coûts environnementaux que génère la production des nouvelles technologies et des technologies numériques? Donc, c'est à savoir si les industries, déjà, ben là, je suis pas dedans chacune des industries, là, donc je ne sais Mm. pas jusqu'à quel point, mais peut-être, Jacques, toi, tu travailles plus près avec certaines personnes en peut-être ce sens. Je sais pas. Mais en fait, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que les technologies numériques et l'intelligence artificielle peuvent générer beaucoup d'économies d'énergie. Euh, D'ailleurs, il y a eu des études de fait sur ce sujet-là, particulièrement aux États-Unis. Et les bénéfices en efficacité énergétique sont tels que on s'interroge plus sur combien ça coûte pour alimenter ces systèmes-là. Donc, évidemment, il y a toute la question des centres de données, là. Mm. Mais on sait que dans les grandes industries comme l'acier, par exemple, les économies d'énergie pourraient atteindre 20%, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce que Mhm. c'est des technologies, en fait, c'est de la thermodynamique et il y a énormément de variables à contrôler. Et avec les technologies numériques, l'intelligence artificielle, on peut aller chercher des gains. D'ailleurs, on a commencé dans les fours électriques qui se consomment beaucoup, énormément, là. Et les premiers essais, on est arrivé à 3% d'économie, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire par toutes sortes d'autres moyens. Donc, les gains sont importants, sont vraiment importants. Par contre, il y a toute la question des centres de données qui consomment énormément d'énergie, produisent beaucoup de chaleur. En fait, ils ont tout se traduit en chaleur aussi. Alors, si ça pouvait être récupéré, ça pourrait fonctionner là, pour le chauffage, entre autres. Mais faire de l'électricité à partir de la chaleur, ben, le rendement n'est pas très grand. Mhm. D'accord, bah, je vous remercie tous les deux. Un grand merci, Johan, un grand merci également, Jacques. Donc, j'aimerais juste souligner que Johan aussi, au-delà de ses responsabilités à la chaire de gestion de l'énergie, est membre du réseau de recherche en économie circulaire et aussi membre du comité scientifique du réseau. Donc, un grand merci, Johan, pour ton engagement auprès du réseau également. Et puis, donc, bah, il est 13h02 maintenant, et puis il me reste à vous remercier tous et tous pour votre participation. Bonne fin de journée, puis c'était très intéressant. Merci beaucoup encore. Merci tout le monde. Au revoir.